C'est un véritable séisme qui a secoué la Suisse et la place internationale financière le 19 mars 2023. Ce jour-là, le Conseil fédéral annonçait le rachat de Crédit Suisse par UBS. Ce rachat qui a permis d'éviter la faillite de l'une de nos plus grandes banques. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Farine, journaliste économique au Temps et autrice de cette œuvre, La Chute. Ensemble, nous allons revenir sur l'histoire, les conséquences et les causes de la débâcle Crédit Suisse. Je suis Nadine Ebichère et vous regardez Fil Rouge. Mathilde Farine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez écrit cette œuvre, La Chute, qui reprend l'histoire de Crédit Suisse sous un angle qui est assez inédit, parce que vous vous attardez pas seulement aux événements récents qui ont causé la débâcle de Crédit Suisse, mais vous regardez vraiment sur le long terme l'histoire de l'économie en Suisse et des banques en Suisse. Quelle était la volonté derrière l'écriture de ce livre ? L'idée, c'était de pas juste, comme vous dites, s'attarder sur les événements de cette année ou de l'automne dernier, mais de comprendre en fait qu'est-ce qui s'était passé, comment ce qui était vraiment un fleuron de l'économie suisse, qui est intimement lié au développement de l'économie suisse, puisqu'elle a financé l'industrialisation, les chemins de fer, etc. Et qui est connu par à peu près tous les ménages en Suisse. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, plus on creuse, plus on comprend que c'est pas des choses qui se sont passées ces derniers mois. C'est vraiment une évolution lente avec des choses qui commencent dans les années 60 et c'est une progression. Donc, mon idée, c'était vraiment d'écrire quelque chose que à peu près tous ceux qui s'intéressent à la problématique puissent comprendre ce qui s'est passé et comprendre pas seulement pour comprendre, mais aussi pour se dire on a encore des grandes banques, on a encore une grande banque. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont très liées à Crédit Suisse, qui sont spécifiques à Crédit Suisse, mais ce qui est spécifique à toutes les grandes banques, c'est leur fragilité inhérente. Le fait de prendre de l'argent à court terme, de le prêter à long terme, ça les rend fragiles. Donc, ce qu'on peut apprendre de cette débâcle de Crédit Suisse, à quoi ça peut nous servir ensuite pour peut-être mieux encadrer la banque qui nous reste, sachant qu'il y a 15 ans, c'était elle qu'on devait sauver. Donc l'idée est un peu à la fois, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais aussi pédagogique, et puis aussi d'amener ça pour le débat, pour avoir toutes les clés en main pour trouver les solutions pour la suite. Dans votre livre, vous mentionnez plusieurs causes qui ont amené à la chute de Crédit Suisse. Il y a notamment la culture du risque qui était récompensée au sein de Crédit Suisse, la monopolisation de l'économie bancaire, les allègements de la réglementation bancaire, les scandales à répétition liés à des pratiques qui sont frauduleuses. Quand je lis ça, je me demande plutôt, non pas pourquoi est-ce que Crédit Suisse a été en faillite, mais pourquoi est-ce que Crédit Suisse a tenu aussi longtemps ? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question comme ça, mais à l'inverse, on pourrait aussi dire ça aurait pu continuer à un moment comme ça, en fait. Parce que ce qu'on voit, c'est que ce qui a précipité la chute, c'est en fait des éléments extérieurs. C'est une panique qui a pris sur les réseaux sociaux en automne dernier, puis qui s'est propagée, puis qui a conduit certains clients à se dire « ouais, là, c'est quand même trop, je vais aller avoir ailleurs ». Et puis ensuite, un contexte financier des banques centrales qui remontent des taux, des tensions un peu sur les marchés, et puis une banque américaine qui fait faillite, d'autres ensuite qui font faillite. Et puis, quand les banques font faillite, on regarde un peu quelle est la suivante, quelle est celle qui est la plus fragile parmi celles qui restent. Et puis voilà, c'était Crédit Suisse. En même temps, on peut pas dire Crédit Suisse est tombé parce que des événements extérieurs ont provoqué cette chute et qu'elle y est pour rien. Elle était fragile. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème. C'est qu'elle était fragilisée par sa propre mauvaise gestion, par ses propres affaires, par tout ce qui s'était passé jusque-là. Et par son modèle d'affaires qui fonctionnait aussi plus très bien. Vous mentionnez cette fragilité, mais en même temps, on entend que c'est une petite communication sur les réseaux sociaux qui ont conduit vraiment à la chute de Crédit Suisse en mars cette année. On a l'impression qu'on est un petit peu dans un monde financier qui est irrationnel ou bien ingérable, ou simplement une communication de quelqu'un peut conduire à la chute d'une aussi grande banque. Est-ce qu'on se trouve un peu dans un système financier fou où on est dépendant de ce système-là ? Alors,
On pourrait dire ça, on pourrait analyser ça comme ça, mais à l'inverse, comme je disais avant, c'est aussi Crédit Suisse qui s'est mis dans une situation de fragilité. Alors, ça a un côté complètement effrayant, surtout qu'au moment où ces rumeurs commencent à se propager, en fait, on comprend qu'elles sont parfaitement infondées. Et puis que la banque est financièrement solide, elle répond aux exigences du régulateur, des régulateurs internationaux. Donc, elle est par rapport à ce que sont disons les exigences pour les banques de cette taille, il n'y a pas de problème. Elle a assez de capitaux, elle a assez de liquidités. Mais on sait aussi que pour les banques, il suffit de pas grand-chose pour créer une panique et qu'ensuite, si vous commencez à vous dire, mais est-ce que c'est sûr, c'est quand même votre argent, vos économies, et vous dites non, elle va pas faire faillite, non, objectivement tout est sous contrôle, c'est de l'émotionnel au bout d'un moment. Donc vous voyez les gens qui déplacent leur argent, vous dites au bout d'un moment, même je vais pas être le dernier à le faire quand ce sera trop tard. Donc les paniques bancaires, c'est au bout d'un moment, on n'est plus dans le rationnel. L'élément nouveau avec les réseaux sociaux et la technologie, c'est que ça va encore plus vite. Avant, vous voulez retirer votre argent, vous allez faire la queue au distributeur de billets, ou bien vous allez à la banque directement. Maintenant, vous pouvez le faire avec votre smartphone, transférer en 2 clics, ou bien donc il y a cet élément d'extrême rapidité qui fait que cette panique elle est encore plus violente. Donc c'est aussi un enseignement de cette crise. C'est comment est-ce que les régulateurs doivent tenir compte de cette nouveauté? Si en 2008 il y avait eu cette possibilité à la fois de répandre des rumeurs parce qu'elle est partie d'Australie et immédiatement reprise partout aussi vite, et de l'autre la capacité des clients à déplacer leur argent aussi vite, peut-être que la crise de 2008 aurait été encore plus violente. Donc ça, c'est un enseignement, c'est quelque chose de nouveau dont il faudra tenir compte pour la suite. Je ne sais pas si on peut dire que le système est devenu fou, mais en tout cas, c'est clair que c'est un facteur qu'on ne connaissait pas avant et qu'on peut pas le laisser en suspens. D'une part, il y a un facteur nouveau qui est la nouvelle technologie et puis les réseaux sociaux. Mais d'autre part, c'est pas la première fois qu'on fait face à une crise financière de cette taille-là. Il y a eu plusieurs événements dans l'histoire de la Suisse. Le dernier avec le sauvetage d'UBS. En Suisse, on a des institutions de contrôle qui sont mises en place par la Confédération. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ils sont aussi impuissants pour éviter ce genre de crise? Bon, il y a en Suisse aussi une volonté d'avoir des régulateurs qui sont pas trop envahissants, qui sont pas trop. Si on prend la FINMA par exemple, à la fois elle fait très peur aux petites banques, elle fait moins peur aux grandes banques. Mais ça, disons, alors on peut reprocher à la FINMA son travail. Elle a les moyens que le Parlement lui a donnés. Donc elle en a pas assez. C'est au législateur de lui en donner plus. Maintenant, on pourrait aussi dire, si la FINMA se rendait compte qu'elle n'avait pas assez de moyens pour contrôler les grandes banques, elle devait aussi le signaler avant que ça soit trop tard. Mais on sait que le momentum est là maintenant pour que ça change. Il y aura plus de gens qui s'occuperont d'UBS, il y aura certainement plus de moyens qui lui seront donnés, la possibilité d'imposer des amendes, la possibilité aussi de mieux contrôler les responsables, les dirigeants bancaires. Donc ça c'est très bien. C'est peut-être dommage que ça arrive seulement maintenant, mais je pense que ça pose des questions fondamentales. Si Crédit Suisse ou UBS étaient des entreprises comme les autres et qu'elles sont mal gérées, elles auraient fait certainement faillite. Crédit Suisse aurait fait faillite maintenant, plus tard ou avant, ça je sais pas. Mais disons, ça aurait été peut-être triste, certainement pour les gens qui y travaillent, mais c'est ainsi que l'économie fonctionne. Le fait que Crédit Suisse ait ce rôle et cette importance systémique fait qu'on peut pas la traiter comme une entreprise comme les autres. Il y a cette idée on croyait qu'on pourrait les laisser faire faillite. On se rend compte, et c'est vraiment l'illusion dans laquelle on a vécu ces 15 dernières années, c'est qu'en fait, c'est pas si simple de laisser les banques faire faillite. En tout cas, même s'il y avait un plan pour que la banque fasse faillite, on a décidé de pas le mettre en œuvre parce que c'était considéré comme beaucoup trop risqué. On voulait pas être les premiers à faire ça, les premiers dans le monde à faire ça. Donc ça, c'était vraiment l'illusion de ces 15 dernières années. Est-ce que ça va changer? Peut-être, mais
On peut en douter parce qu'il y aura toujours, au moment de presser sur le bouton, le truc de se dire « et si ça fonctionne pas, c'est la catastrophe ». Même si le plan semble excellent, il y aura toujours cet élément-là. Donc à partir de là, si on se dit la faillite, on appelle ça la faillite ordonnée, c'est un peu un leurre. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Jusqu'où on est d'accord d'aller dans une société qui se dit libérale capitaliste pour contrôler ces entreprises qui sont pas des entreprises comme les autres ? Donc ça, c'est des questions vraiment que la politique doit se poser. Et c'est moins le régulateur qui applique ces choix politiques, en fait. Des questions que la commission parlementaire devrait se poser pendant ces 2 prochaines années. Des questions que toute la politique devrait se poser. On a quand même un enjeu fondamental avec une seule banque qui nous reste. Comment est-ce qu'on gère l'encadrement de cette banque ? On peut espérer qu'elle se retrouvera jamais dans une situation de crise, mais le passé nous montre que c'est quand même tout à fait possible. Donc je pense que c'est une question politique, même de société, en fait. Aujourd'hui, on a, justement, comme vous avez mentionné, cette grande banque, une méga banque qui vaut plus ou moins 2 fois le produit intérieur brut de la Suisse. Qu'est-ce qu'on a à craindre, en fait, de cette méga banque ? Parce que vous dites aussi que c'est pas possible pour la Suisse de laisser faire faillite une banque qui est systémique, et maintenant on en a une méga banque. Je pense que ça change en partie puisqu'on n'en a plus qu'une seule. Donc la solution sauvetage, rachat par une autre banque, celle-là, on l'a épuisée. Donc on n'a plus cette solution de secours. Mais sinon, fondamentalement, ça change pas. On a la question de la taille. Si on prend Crédit Suisse et UBS ensemble en 2006, avant la crise financière, elles étaient 7 fois plus grandes que le PIB suisse. Et donc on peut imaginer que UBS en 2008 était bien plus grande qu'elle l'est maintenant. Son sauvetage, il a été fait par la BNS, la Confédération. Donc d'un côté, la taille ne dit pas tout. À l'inverse, c'est un Crédit Suisse beaucoup plus petit qui nous a quand même tous fait trembler en mars dernier. Donc il faut se méfier un peu des enjeux de taille. En plus, la comparaison avec le PIB, on n'a pas d'autre moyen de le comparer. Donc c'est très difficile. Mais disons, ça a ses limites. L'enjeu, c'est plus quels sont les risques pris et face à quelle crise on va se retrouver. On a beaucoup entendu après le rachat, maintenant UBS sera trop grande pour être sauvée par la Suisse. Franchement, honnêtement, je ne sais pas sur quelle base on peut dire ça. C'est possible, mais tout dépend de la crise, tout dépend des besoins. Est-ce que c'est une crise internationale où beaucoup de banques souffrent ? Est-ce que c'est quelque chose de propre à UBS ? C'est impossible de dire maintenant la Suisse ne sera pas capable de sauver UBS. Peut-être qu'elle pourra. Donc les questions de taille, elles sont à prendre avec des pincettes, disons. Mais ça change pas le fait que on a quand même ce risque qui existe et qu'on doit soit accepter parce qu'on pense que c'est important d'avoir une grande banque internationale, soit se dire que c'est un risque trop grand. Et puis alors là, dans ce cas, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit avant. En fait, en Suisse, on voulait pas être les premières personnes à laisser partir une banque systémique en faillite. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas dans les pays voisins où il y a des banques qui s'étaient regroupées et qui ont ensuite fait faillite ? Non, je crois pas. En tout cas, les banques systémiques qui font faillite, il n'y en a pas eu depuis Lehman Brothers parce que c'était en 2008, on s'est dit là c'est trop. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles Lehman Brothers n'avait pas été sauvé. On a vu l'onde de choc que ça a provoqué, et puis les mesures qui ont dû être prises après, et puis ça a créé une crise financière, mais aussi une crise économique ensuite. Donc on s'est rendu compte que même si d'ailleurs Lehman Brothers n'était pas comme Crédit Suisse une banque de dépôt pour les clients comme vous et moi, c'est une banque d'investissement. Même si c'est une banque d'investissement, vu sa taille, ça posait un problème immense. Donc à partir de là, on s'est dit on peut pas laisser les grandes banques faire faillite. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on encadre mieux, on les oblige à avoir une assise financière plus solide, donc des capitaux propres plus importants. Et puis on met en place ce qu'on a fait en Suisse aussi, ce qu'on appelle des testaments. En fait, c'est au moment de la crise, comment la banque elle peut se séparer
et être liquidé. Est-ce qu'une partie peut continuer à vivre, par exemple Crédit Suisse, et les autres sont soit vendus, soit mis en faillite. Voilà, il y avait des plans qui étaient faits. Mais personne, nulle part, n'a utilisé un plan quelconque. Les banques ont fait faillite, il y en a eu, mais elles n'étaient pas systémiques. Comme Silicon Valley Bank ou d'autres banques aux États-Unis. Ça, c'est vraiment ce qui a, je pense, fait le plus peur aux autorités suisses et peut-être aussi internationales, c'est qu'on n'a jamais testé ces testaments. Donc le travail qui va arriver de cette commission parlementaire est très important pour éviter qu'on ait trop à craindre de le futur économique auquel on va faire face. Alors, je ne sais pas exactement ce que veut faire la commission parlementaire pour le futur. Je crois qu'elle va d'abord s'intéresser à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et les enseignements qu'on peut en tirer. Il y a aussi le groupe d'experts qui a déjà rendu un rapport disant que le plan, en fait, aurait pu être utilisé. Il était au point. Pour aborder un aspect plus littéraire de votre livre, le titre du livre et puis la citation que vous avez en début d'ouvrage, il fait référence au livre d'Albert Camus. La citation, je vais la répéter, pas pour vous, mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est la suivante. « La richesse soustrait au jugement immédiat ». Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette citation pour ouvrir votre œuvre ? Déjà, en fait, le titre, c'était un peu un hasard. J'ai pas du tout pensé à Camus. En vérité, c'est même pas moi qui ai pensé à ce titre. J'ai réfléchi à plusieurs titres. J'en ai discuté avec des amis ou collègues. J'ai finalement fait une liste, donc c'est une amie qui m'a suggéré ce titre. Je l'ai envoyé à l'éditeur, puis lui, il a tout de suite choisi celui-là. Et puis après, c'est seulement après, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça fait penser à Camus. C'est un livre que j'aime énormément, qui est vraiment extraordinaire. Et du coup, je l'ai relu en même temps que j'écrivais le livre. Et puis je me suis dit... il y a des choses intéressantes qu'on peut mettre en lien aussi. Et il y avait pas mal de phrases qui faisaient une bonne phrase d'ouverture, mais il y en a qui étaient très mordantes ou qui étaient beaucoup plus dures. Et en fait, j'ai pas mal hésité, mais j'ai choisi celle-là parce que le but, c'était pas d'emblée de donner un ton, de dire voilà ce que vous devez penser de cette affaire. L'objectif vraiment, c'est de dire voilà ce qui s'est passé. Voilà les causes, les conséquences, voilà ce qu'en pensent beaucoup d'experts, voilà ce qui s'est passé ailleurs aussi. Et maintenant, faites-vous votre propre opinion, disons ça doit vous aider en tout cas. Bien sûr on sent certainement à des moments ce que moi j'en pense, mais l'idée c'est vraiment de donner le plus possible les moyens aux gens de se faire leur propre opinion basée sur des faits. Donc, d'où une citation qui était peut-être un peu plus neutre que d'autres que j'avais retenues. On arrive à la fin de cette émission. Merci Mathilde Farine pour votre participation. Merci à vous pour l'invitation. Le livre de Mathilde Farine, La chute, aux éditions Slatkin et Le Temps, est un ouvrage nécessaire pour comprendre les événements récents de l'économie et les dangers auxquels nous faisons face. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et n'oubliez pas de vous abonner.